Bonjour à toutes et à tous. Après une pause hivernale, Invisibili est enfin de retour et c'est une joie pour moi de vous retrouver. Pour l'occasion, je reçois l'artiste plasticien Roman Morisseau. On s'est rencontrés il y a quelques années et son travail m'a tout de suite marqué. Les thèmes qu'il étudie me passionnent moi aussi. La botanique, les fleurs, les plantes, le questionnement sur l'exploitation des ressources et les absurdités de la mondialisation. Roman utilise des techniques spécifiques comme, entre autres, le cuivre, les cendres, la fumée, les matières organiques, pour mettre en lumière les processus de transformation du vivant. Il mène aussi un travail sur les odeurs et le son qui accompagnent ses expositions, sollicitant d'autres sens que la vue. C'est donc tout naturellement que j'ai pensé à lui pour Invisibili. Dans cet épisode, on parle entre autres de l'impossibilité de rentrer dans le moule, de la dimension psychanalytique du vêtement, de semences interdites, d'ayahuasca, de champignons, du temps qui passe et d'amour. Salut Roman, merci de m'accueillir, on est dans ton atelier, je suis trop contente. Je t'ai venue il y a quelques années, j'avais découvert ton travail que j'aime beaucoup et voilà, je suis sûre qu'il y a matière à parler d'invisible et tout, donc merci. Enchanté, ravi de t'accueillir plutôt dans l'atelier. Alors, ton travail, je pense qu'il y a un lien avec l'invisible sous différentes formes et on va en parler. Mais quand est-ce que tu dirais que cette sensibilité, cette écoute est née ? Est-ce que tu as grandi dans un environnement où ça existait déjà ? Ouais, alors ça, c'est pas facile, dis-moi, de dater les choses, d'en prendre conscience. Je dirais que toute ma vie, je l'ai passée à voyager, quoi. En fait, à essayer de voyager, de partir d'un point A, et je savais pas où je voulais aller, mais surtout, je voulais pas rester au point A. J'ai grandi dans un environnement, dans un petit village, avec des parents divorcés, aimants, avec leur propre névrose, et j'ai toujours senti qu'il y avait des territoires à aller visiter, mais sans savoir lesquels. Donc j'y allais à tâtons, j'étais très curieux, mais je sentais que j'étais pas vraiment à ma place dans mon environnement. Donc ça m'obligeait à me déplacer. Et donc je dirais que ça a toujours été là, quoi. Et j'ai toujours une impression du monde et de forme de réalité assez floue. Voilà, j'ai du mal à la saisir. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que j'essaie de la comprendre et essayer de la matérialiser dans des objets, dans des images, dans des formes. Et voilà. Et après, tu as étudié les beaux-arts, donc tu es quand même allé tout de suite dans une voie plus artistique, décalée. Ouais, alors ça, c'est pas fait comme ça. J'ai une scolarité. Enfin, je suis bègue, dyslexique, dysorthographique. Enfin, je n'ai pas encore été diagnostiqué, mais sûrement TDA. Et j'ai toujours eu cette impression d'être à côté, comme je le disais, genre pas normal. Voilà. Et de voir en fait fournir beaucoup d'efforts pour essayer de cadrer à quelque chose, donc essayer de comprendre le cadre pour essayer de m'adapter, d'adapter ma façon d'être et ma façon de faire aux autres, en essayant d'être comme les autres, quoi. S'il y a un autre qui serait une forme de norme comme ça. Et j'ai été comme ça happé par des choses qui étaient sûrement un peu en décalage. J'ai grandi avec mon père qui écoutait de la musique contemporaine, du free jazz, qui m'a initié aux arts plastiques, mais qui était aussi très solitaire. Donc on n'avait pas un environnement très riche de ce côté-là, mais lui il m'a montré, il m'a fait écouter, il m'a fait entendre, il m'a fait regarder des choses qui étaient sûrement différentes de mes camarades. Et assez rapidement, je dessinais. Mon père me poussait aussi pas mal à dessiner. Donc je dessinais, je m'évadais, j'avais besoin d'un imaginaire très fort. Et à l'âge de l'adolescence, j'ai découvert la musique indépendante. Et là, je me suis vraiment plongé dedans, ce qui était aussi chouette parce que j'avais plein d'amis qui étaient dans ce petit village et qui avaient les mêmes aspirations que moi.
Et on a monté un groupe qui a été assez prolifique. Vous faisiez quoi comme musique? C'était une musique influence new-yorkaise des années 80, musique indépendante. Après, on a été influencé par la musique allemande des années 80-90. Donc c'est une musique noise, expérimentale. Et ça, c'était fantastique. Je dirais toute ma scolarité au lycée, on jouait à peu près 2 à 3 fois par semaine. C'était vraiment très sérieux. Ça a été, je pense, ma première plongée dans un monde artistique. Très dense. C'était de la guitare ou Ouais. toi tu jouais? Moi, je joue de la guitare et du chant. Mais c'est pareil, je me suis pas. La guitare, c'est un instrument. Je l'utilisais avec mes moyens, sans chercher à être virtuose. Ça m'a jamais intéressé, même dans le dessin, enfin, dans les arts plastiques en général. Je prends les choses de biais, quoi. Je me colle pas frontalement aux choses. Ce qui est pratique parce que comme ça, il n'y a pas l'effort nécessaire. Et ce qui est aussi frustrant parce qu'on se sent parfois limité. Mais le fait de se sentir limité, on essaye de trouver une forme de possibilité transversale comme ça pour s'en échapper de cette contrainte. Donc ça a été vraiment des années aussi très intenses, les années de lycée où les émotions sont exacerbées. Ma mère était très dépressive à l'époque. J'avais besoin, je pense, de m'échapper avec mes amis et d'avoir un monde assez singulier. Ou du moins, je ne cherchais pas le mot de singulier, il a apparu comme ça. Et on était tous comme ça très revanchards, on était tous un peu à essayer de se construire face à une société dans laquelle on ne se sentait pas très intégré, mais avec beaucoup d'impertinence et de rébellion, enfin, qui est aussi celle de l'âge. Et après mon baccalauréat, j'ai voulu faire histoire. J'ai voulu en fait rentrer dans un moule, en me disant, voilà, je vais être prof, quoi. Tu vois. Fini les années de rébellion. Disons que je rêvais d'être enfin un peu standard, quoi, de coller à quelque chose. Alors ça a été un échec patent. Hein, j'adorais aller en fac d'histoire, mais la rédaction, l'organisation, c'était vraiment pas fait pour moi. Et il se trouve que je pense que mon père sentait que je partais un peu en sucette et il m'a apporté le prospectus pour le concours d'entrée des Beaux-Arts. Voilà. Comme ça, en me disant, tiens, voilà, si ça t'intéresse. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et voilà. Et j'ai passé le concours et après, j'ai fait ma scolarité aux Beaux-Arts. Donc, en fait, c'était pas comme une vocation, c'était pas comme un truc qui m'était comme ça offert. Non, plutôt, je savais pas, quoi. Même tout le temps, quoi. Même après, quoi. C'était, t'empruntes un chemin et dans ce chemin, en fait, tu te construis. Mais j'avais pas une vision très claire de ce que je voulais faire, de ce que je voulais être. C'était plutôt une réaction au monde, quoi. J'étais dans un contexte et je réagissais dans ce contexte. Et il se trouve que le contexte a été celui des Beaux-Arts. Tu t'es laissé glisser quoi dans ce chemin, quoi. Ouais, c'est ça, avec la même façon d'être en biais. J'avais besoin de comprendre cet environnement. J'avais pas fait d'études d'art plastique. J'avais comme ça. Donc j'avais une forme de complexe aussi sur la technique. Mais je me nourrissais beaucoup et j'étais très curieux et j'avais une forte envie de m'exprimer. Alors par quoi tu as commencé à t'exprimer? Enfin, qu'est-ce qui t'a permis d'abord de t'exprimer? Alors je suis rentré aux Beaux-Arts en voulant faire design. Il y avait l'option design à Angers. Le design m'intéressait particulièrement parce que je trouvais qu'un objet fonctionnel avait une force qu'une image ou une sculpture n'avait pas, c'était justement la fonction. Et que même si on ne la regardait pas, le fait de l'utiliser avait donc un impact. Et alors qu'une image, si on ne la regarde pas, elle n'existe pas. Si on refuse de la regarder, elle n'existe pas. Alors qu'une chaise, une table... de par sa fonction, elle a une dimension, elle a une force comme ça. Je trouvais que les œuvres plastiques n'avaient pas. Et puis, en fait, après, je me suis dirigé en option art parce que le corps enseignant me correspondait plus. Il m'invitait plus à aller en art plastique. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler sur le vêtement. Ça a été franchement des années fantastiques parce que ça m'a ouvert et ça m'a permis, je pense, à ce moment-là, de creuser mon sillon. C'était une zone qui m'appartenait, qui n'était pas celle partagée. Je pense que j'avais depuis tout le temps une relation aux vêtements assez intense et intime. C'était pas quelque chose qui était facilement avouable. Il y avait un truc un peu sur le vêtement, une forme de superficialité.
comme ça. Et à l'époque, il y avait encore cette idée du crossover, et on trouvait dans les magazines d'art des articles sur Margiela, sur Comme des garçons, au même titre que des artistes plasticiens. Et je suis tombé sur 2 livres qui sont devenus très importants pour moi, surtout un d'un psychanalyste des années 30, anglais, qui s'appelle J.C. Flugel, et qui a écrit un livre qui a été traduit en français. En français, le titre, c'est Le Rêveur nu. Le titre est assez fort et assez précis. Justement, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet du vêtement, mes enseignants, qui étaient soit des artistes, soit des critiques, ils voyaient soit une envie de devenir styliste, mais pas la dimension sociologique ou psychanalytique du vêtement, pas un sujet en soi. Voilà. Et en fait, très vite, je m'apercevais qu'eux-mêmes, qui en fait devaient poser une réflexion sur le monde, n'avaient pas posé de réflexion sur le rapport qu'ils entretenaient avec le vêtement. Et pourtant, le vêtement est inhérent à toutes les sociétés humaines, à toutes les époques. Et J.C. Flugel, justement, parle des 3 P, parure, protection et pudeur. Et suivant le contexte, c'est plus de pudeur, plus de parure ou de protection, mais ces 3 P existent en permanence, sauf qu'on lit l'autre à travers ce qu'on reconnaît. Donc l'autre qui n'est pas vêtu comme nous, il devient une forme de stéréotype de quelque chose qu'on ne comprend pas, et on le réduit à une forme je pense à ça parce que dans son livre, il y a un passage où il parle d'une tribu qui est sûrement la moins vêtue, qui est juste une ceinture de fleurs. Et les anthropologues de l'époque pensaient qu'ils vivaient nus, quoi, comme une forme de sauvage, entre guillemets, quoi. D'ailleurs, c'est un peu les termes utilisés. Et lui, il démontre que c'est exactement pareil que dans nos sociétés. Ça veut dire que dans une société pyramidale, ceux qui sont en haut de la pyramide ont des attributs vestimentaires que les autres n'ont pas, comme pour les différencier. Donc ils avaient des ceintures de fleurs assez rares, qu'il fallait aller chercher le matin très loin. Et ainsi de suite, quoi. Du coup, suivant ta position sociale, tu n'avais pas les mêmes attributs vestimentaires. Incroyable, j'adore. Le rêveur nu, ça vient de ce... On a tous fait le rêve de se retrouver en pyjama ou en chaussons face à une audience. Et là, tout d'un coup, ce vêtement qui, dans un contexte intime et confortable, devient inconfortable. Donc, c'est pas le vêtement en tant que tel, mais c'est le contexte qui fait que... on se sent ou pas inconfortable dans nos vêtements. C'est vrai que je rêvais souvent que j'arrivais pieds nus à l'école. Ouais, terrible. Ouais, ça, en fait, ça a été en fait une ouverture sur un mode de réflexion plus global. Ça veut dire que tout d'un coup, ça m'a permis de réfléchir aux choses avec cette complexité. Et le vêtement, je trouvais ça assez fascinant parce que déjà, parce qu'en fait, je partageais pas le sujet à l'époque. Il y avait très peu d'ouvrages et il y avait pas d'artistes qui travaillaient dessus, quoi. Des artistes pouvaient travailler avec le vêtement, mais c'était jamais un sujet. L'origine de l'intérêt du vêtement, peut-être, c'était la prise de conscience très jeune de l'image sociale qu'on véhicule. En étant enfant, c'est un legs, quoi. C'est tes parents qui t'offrent tout leur environnement. Mais je veux dire, t'as pas conscience de ça et t'y es surtout pour rien, quoi. Mais très tôt, j'ai pris conscience du regard des autres sur l'apparence. Et j'en ai sûrement souffert aussi. Et j'ai aussi vu... mon père était en partie quelqu'un d'assez excentrique, assez original et aussi assez à l'ouest. Et je me rendais compte que les personnes pouvaient le lire d'une certaine manière, qui était parfois un peu critique. Et je pense que cette prise de conscience de l'apparence d'une société justement pyramidale, du poids que ça implique. Et comme moi, j'arrivais pas à savoir où est-ce que je me situais dans le groupe, avoir ce besoin de réfléchir et de comprendre où sont les autres pour savoir où est-ce que moi je peux me situer, où est-ce que j'ai envie de me situer, donc du coup, quels attributs, quel comportement je pourrais avoir pour en faire partie. Donc c'était plutôt une façon d'essayer de comprendre le monde pour en faire partie. Après, tu as travaillé dans la mode, enfin, tu as poussé un peu ce truc du vêtement, ouais. Ouais, en 4e année, c'était une année, on est un peu laissé plus libre et il fallait faire un stage. Et j'ai fait un stage chez Margiela. Je n'y suis pas allé par hasard, j'y suis allé aussi en connaissant très très bien l'histoire de Margiela, sans avoir vraiment vu beaucoup de vêtements de Margiela, mais en tout cas conceptuellement je connaissais vraiment bien. Donc Martin Margiela, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. La maison Martin Margiela.
C'est important parce que maintenant, ils ont enlevé la maison, je crois. C'était aussi l'idée du collectif, quoi. Qu'on fait rien seul. Et que même si c'est drivé par une personne, chacun met son grain et sa patte, quoi. C'était assez fantastique pour moi. Ça me permettait de venir à Paris. J'intégrais un environnement que je trouvais assez fascinant. Et je rencontrais des gens incroyables. Après, ils m'ont demandé de revenir travailler pour les showrooms, ce qui me permettait d'avoir de l'argent, d'avoir un revenu, de revenir, de participer au collectif. Après l'obtention de mon diplôme, ils m'ont demandé de faire un remplacement de maternité. Et à ce moment-là, j'en avais marre, je pense, de galérer un peu. J'en avais marre de ma vie étudiante. Et ce remplacement de maternité qui devait durer 6 mois a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai ressenti une grosse frustration. Et je me suis dit que c'était pas pour moi, quoi. Je pouvais pas travailler à plein temps dans une maison de prêt-à-porter. Voilà, j'avais besoin de faire autre chose, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, tu dirais? Ça m'a apporté déjà une ouverture sur un autre environnement, qui n'était pas du tout celui de ma ville d'Angers, de mon environnement de beaux-arts. Ça m'a apporté des rencontres aussi bien avec les gens qui travaillent chez Margiela, mais les gens qui gravitaient, les gens qui venaient acheter les collections, les gens qui participaient plus globalement à un environnement de mode à Paris à cette époque. C'est-à-dire que c'était avant, j'ai commencé à travailler en 2001, et c'était pas encore l'époque du mainstream. T'avais encore cette scission entre une mode très classique, Chanel, Yves Saint Laurent, qui correspondait à une grosse bourgeoisie, femme du 16e, etc., et une mode beaucoup plus alternative, qui était vraiment, c'est ça, ce monde des années 80, 90, alternatif, dans lequel j'avais grandi, quoi, en partie, en tout cas mon adolescence, et qui correspondait à mes codes, sauf que c'était une extension. Bien sûr, j'avais pas ça dans mon environnement dans lequel j'ai grandi, ce rapport aux vêtements, ce rapport à la mode. Il y avait aussi, effectivement, j'avais accès à cet environnement très riche, à des personnalités internationales. Donc voilà, des gens qui venaient de partout, avec un background aussi complètement différent. Ça, c'était super, super intéressant. Le point négatif, c'est que quand tu te construis avec un manque de confiance en toi, tu vois, tu arrives dans un environnement où tu n'as pas les codes, etc. Ce que le vêtement peut t'apporter, c'est également une béquille sociale. Donc tu finis par devenir un peu dépendant de cette béquille sociale. Et quand toi, tu ne te sens pas en sécurité, surtout pour ceux qui ont grandi en province, qui arrivent à Paris, qui sont sensibles à cette pression sociale, Paris peut devenir assez déstabilisant. Tu arrives en pensant que tu es un être voilà, construit avec des références qui sont les tiennes, et tu arrives ici, ces références, elles sont un petit peu déconstruites. Il faut te reconstruire avec des codes nouveaux, et des codes qui sont assez impressionnants quand tu arrives comme ça, sur l'apparence du moins. Il y a une forme de violence aussi à se confronter à ça, je trouve. C'est comme une violence sociale aussi. Je veux dire, t'es le provincial, quoi. Après, c'est pas pour rentrer en compétition, et c'est pas pour justement devenir parisien. C'était pas ça. Mais en fait, bref, ce jeu social, tu prends plein de fouet. Et quand t'es pas sûr de toi, des attributs vestimentaires avec une certaine prestance, si tu veux, ça te rassure. Et c'est qu'à la fin, tu deviens aussi dépendant de ça, parce que quand tu te sens justement pas à l'aise, tu revendiques l'appropriation, et pas simplement quitter, quoi, tu vois. Et ça m'a duré jusqu'à ma période berlinoise, 2009. J'allais te demander qu'est-ce qui t'a fait basculer. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, tu as basculé vers un peu plus de confiance en toi, et qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ça? Je crois que ça prend... une vie peut-être. Non, mais c'est un peu ça. Je pense que tout ça a été un cheminement assez lent. Mais après, je parle aussi en lien avec ta pratique, tu vois, en termes d'assumer ta pratique artistique, de quitter ce... Enfin, je sais pas si c'est lié, mais... Si, bien sûr, mais tu vois, justement, quand j'étais frustré de mon travail chez Margiela, moi, je voyais des copains qui, eux, avaient galéré depuis 3 ans, qui, au début, faisaient des petits trucs, etc. Et là, qui commençaient un peu à exposer. Voilà. Et moi, je ressentais une forme de jalousie, comme ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter mon travail chez Margiela, de me coller à ma pratique artistique. Et là, ça a été assez compliqué, parce que les personnes qui te suivent beaucoup moins. Je veux dire, ils ont moins d'intérêt. Ça fait déjà 3 ans que tu es parti de l'école. Il y en a d'autres, etc.
Et donc là, ça a été un peu plus dur. Et justement, comme j'avais une bouée, qui était mon environnement dans la mode, je m'en servais socialement quand je me sentais dévalorisé. Et puis, je pouvais dire que j'étais artiste dans certains contextes, quand il n'y avait pas de pression, quoi. Mais je me sentais tout le temps, en fait, une forme de menteur, quoi. J'étais à la fois menteur quand je revendiquais les attributs de la mode, et je me sentais aussi menteur quand je disais que j'étais artiste, parce que je me sentais pas suffisamment abouti, quoi. Je me sentais pas pleinement le droit de le revendiquer, quoi. Comme si, en fait, il fallait qu'il y ait un tiers qui valide aussi mon appartenance au monde artistique, quoi. Et puis à Berlin, je suis parti en 2009 aussi pour une raison amoureuse. Et Berlin, ça a été une période assez incroyable, très formatrice. Et le rapport aux vêtements là-bas est assez néant, quoi. C'est pas... J'allais dire, ça n'a rien à voir, oui. Rien à voir. Donc c'était assez chouette pour ça, parce que justement les attributs que tu revendiques, ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas les mêmes références. Donc tu passes par autre chose, quoi. Et ça te permet justement de t'en éloigner de cette pression et d'utiliser ces codes. Le fait est que quand je suis arrivé à Berlin, mon travail n'était pas du tout compris non plus. Et donc je suis passé comme ça pendant 2 ans dans une forme de tunnel qui était à la fois intense, mais aussi ça a été formateur pour la suite. Et je pense que ça m'a permis de me libérer. Et puis après, j'ai aussi eu des expériences avec l'ayahuasca. J'allais y venir, parce que je me souviens qu'on en avait parlé, et tu m'avais dit que c'était à Berlin que ça s'était passé, et que, alors je me demandais justement qu'est-ce que ça, voilà, quelle influence ça a eu. Je sais que c'est difficile hein, de mettre des mots, mais... Non, mais comme les choses, elles sont multifactorielles, et que c'est pas qu'une seule chose qui change quelque chose, c'est comme l'alignement de planètes, quoi. Oui, ça a changé, oui, ça a changé radicalement ma façon. Bah, c'est pareil. En fait, ça m'a libéré. Donc, c'est ça qui a changé le plus, c'est que ça m'a libéré dans certains endroits. Et ça a été une expérience où en fait, j'étais beaucoup, je pense, dans le mental. Je réfléchissais beaucoup, j'essayais de théoriser des choses. Et là, j'étais dans l'émotionnel. Et j'ai aussi ressenti que la vérité, elle était genre, la vérité, c'est comme une forme. En fait, la vérité, c'est jamais un dogme. Tu vois, tu peux pas. En fait, sinon, c'est une pensée figée. Et en fait, la vérité, elle est dans le vivant. Elle est dans quelque chose qui évolue en permanence, quoi. Et là, des choses que j'avais théorisées, là, je les avais ressenties. Donc, j'avais même plus besoin de les justifier. Ça y est, je les avais ressenties, quoi. Cette impression qu'on n'était qu'une seule chose. Que les atomes qui nous constituent sont les atomes qui étaient là à la création de la Terre, qu'il n'y a qu'un changement d'état, mais qu'il n'y a pas de mort en soi, quoi. C'est qu'une transformation. Aussi, cette impression qu'on est tous frères et sœurs, qu'on n'est qu'une seule chose, unie, et pourtant, aussi, je suis passé par des sensations qui étaient une forme de partage de traumatisme lié à l'histoire de l'humanité et te rendre compte que c'est comme si les pics émotionnels étaient transmis, tu vois, comme une mémoire transgénérationnelle. Et donc tu passes par des zones, des moments où tu ressens du pur bonheur et des moments où tu ressens à la fois de la tristesse intense et une forme de colère. Et quand j'ai commencé ça, quand j'ai fait ma première session d'ayahuasca, l'ayahuasca. Après, ça a été le matin un peyote. C'était en 3 étapes, et l'après-midi, tu pouvais aussi prendre de l'iboga. Mais alors moi, je voyais même pas ce qu'il pouvait y avoir après, quoi. J'étais passé par des phases tellement intenses, quoi. J'ai même revécu ma naissance, et après ma naissance, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, je me sentais être un mammifère marin, etc. Jusqu'au moment où j'étais dans l'univers, j'étais une étoile dans l'univers, quoi. Voilà, donc effectivement, après ça, je suis devenu plus spirituel, quoi. Je me suis autorisé à devenir plus spirituel. Voilà, je pense que ça a été l'entrée dans une forme comme ça de détachement sur le rationnel, et essayer de lâcher pour être plus dans l'émotion, ouais, dans une forme de rapport au monde plus spirituel. Est-ce que tu dirais que ça a nourri justement cette relation que tu avais aux plantes, aux vivants?
En fait, je me demande, parce que j'ai toujours utilisé les plantes dans mon travail, la représentation des plantes et du vivant en général, sans avoir une réelle envie Enfin, j'ai eu envie, comme tout le monde, et j'ai toujours envie d'aller vivre dans un environnement non citadin. Mais je vois que le vivant, je le conceptualise plus que je le vis. Je parle des plantes, et que je parle plus du rapport qu'on a avec ce vivant. Euh, et ça me permettait de parler de moi et de nous à travers des objets qui étaient, et des formes qui étaient. Enfin, quand j'ai commencé à utiliser les fleurs, il y avait une dimension très superficielle, quelque part, très décorative, quoi. En fait, je suis poussé par une envie plastique, je suis poussé par quelque chose, et cette chose, en fait, je la regarde en me questionnant pour quelle raison tout d'un coup je suis attiré par ça. Voilà. Enfin, déjà esthétiquement, ça me plaisait. Le sujet me plaisait énormément, mais j'avais pas forcément envie de les faire pousser. J'avais pas forcément envie de comprendre comment elles poussaient, d'être dans cette connexion, quoi. Je me souviens quand j'étais venue, il y avait tout ce travail que tu faisais t'étais allé au jardin botanique de Bruxelles, je crois. Je m'étais fait la réflexion en me baladant dans des jardins botaniques que les plantes étaient rangées, dans la majeure partie des jardins botaniques, étaient rangées par type de plante et pas par géographie. Donc tu rentrais dans des espaces exotiques, bien sûr, sèches, humides, etc., où les plantes, géographiquement, étaient déplacées. Tu as des plantes sud-américaines, du continent africain, du continent asiatique, mais qui, dans la réalité, ne cohabitaient pas. Sauf du coup, on donne à voir un espace végétal artificiel. Donc j'ai commencé à prendre des clichés de ces espaces et je les ai reproduites à l'aide de poussière de cuivre. Et la poussière de cuivre, en fait, ce que je voulais à l'époque, c'était pas une couleur, c'était un matériau, quelque chose qui se dépose sur le papier. Et la poussière de cuivre, c'est quelque chose qui est assez vivante, qui vibre avec la lumière naturelle, et qui la reflète. Et comme c'est pas mis de façon homogène sur le papier, l'image ne brille pas de la même manière suivant la lumière. Et elle a 4 faces. Et elle peut être mate, elle peut être brillante, elle peut être foncée ou elle peut être claire. Mais on peut pas avoir ces 4 phases au même moment. Et le cuivre avait aussi une dimension temporelle. Je voulais une œuvre, comme tout évolue, comme tout se transforme. Je voulais également que cette transformation soit visible. Et le cuivre, avec le temps et dans un contexte, va s'oxyder, va tirer vers le vert de gris. Donc la couleur plus végétale, il peut se transformer en années ou en dizaines d'années. Au final, à une temporalité qui est proche de celle de l'être humain. C'est un peu comme nous, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas de cliché de nous, on ne se voit pas forcément vieillir, quoi. Donc l'évolution est tellement lente, il n'y a pas de rupture comme ça au changement. Seules les photos nous font prendre conscience qu'il y a un changement, quoi. Et effectivement, pourquoi le cuivre aussi à l'époque, je me suis surtout intéressé au jardin botanique de Meuse, qui est en périphérie de Bruxelles, où tu as une grosse partie des plantes qui sont issues du jardin colonial de Léopold II. Léopold II n'a jamais mis les pieds au Congo, mais il en avait fait un jardin colonial pour sa femme. Et au moment où le jardin colonial a été détruit, les plantes et les graines ont été données au jardin botanique de Meuse. Donc là-bas, tu as les vestiges de cette époque. Et Léopold II est toujours quelque part célébré en Belgique et à Bruxelles, où tu vois des statues à son effigie, etc. Et au Congo, tu as une des plus grosses carrières de cuivre où le cuivre est extrait. Et ce qui m'intéressait justement, c'était ce voyage du cuivre, donc extrait au Congo, envoyé en Chine où des appareils électroniques sont fabriqués, consommés aux États-Unis et en Europe et renvoyés dans des conteneurs au Ghana, par exemple, où les matières plastiques sont brûlées pour récupérer les métaux précieux. Voilà. Et donc, tu avais comme ça un cycle de l'économie et aussi de l'écologie que je trouvais assez à la fois fascinante et assez flippante. Et après, je pense que tu parles également, enfin, quand tu parlais de pigments, il y avait une autre série qui s'appelle Flowers, où je m'étais intéressé aux fleurs industrielles. Moi, qui avait comme ça une conscience écologique, qui consommait en rapport avec mes idéaux, les fleurs, c'était pas quelque chose qui m'était apparu comme une évidence. Et j'ai commencé à m'intéresser à la production des fleurs, et je me suis rendu compte que c'était catastrophique. Et que les fleurs, parce que c'était pas une denrée comestible, les normes sanitaires étaient hardcore.
C'est produit dans des conditions folles, dans des pays lointains, envoyé par avion dans nos pays où c'est vendu type Rungis et après chez le fleuriste pour arriver chez toi. Et donc je suis tombé sur un document qui était une forme de cahier des charges marketing, des priorités des fleurs industrielles, quoi. Donc quelque part, elles sont toutes génétiquement modifiées pour justement correspondre à la durabilité, à l'esthétique à toute une forme de priorité comme ça, mais il n'y avait plus rien de vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus de saison, il y a plus, tout est artificiel. Effectivement, elles poussent, elles vivent et elles meurent, mais elles n'ont plus rien de vivant, quoi. Et en parallèle, je me suis intéressé à ce qu'on pourrait appeler les super aliments, donc tout ce qu'on consomme, voilà, pour être plus performant, quoi, plus beau, plus intelligent, plus, quoi. Plus jeune. Plus jeune, enfin, pour être plus, quoi. On n'est jamais suffisant, quoi. Il faut toujours être plus, quoi. Donc j'ai choisi une vingtaine de super aliments pour leurs propriétés et également pour leurs couleurs. Et à part celles qui étaient faciles à trouver ici, comme le gingembre, le curcuma, etc., le reste, j'ai dû l'acheter via la Chine. Parce que c'est eux qui les produisent pour la pharmacopée et pour les cosmétiques. Donc j'ai pris le plus petit contenant que je pouvais trouver, c'était 1 kilo, sinon c'était par dizaines de kilos, voire centaines de kilos. Et ces super aliments ont des sensibilités aux UV que les pigments qu'on utilise n'ont pas. Si tu places ces pigments face au soleil, il va y avoir une déperdition de la couleur et une perte de couleur. Et ces images de bouquets de fleurs colorés vont tendre progressivement vers la couleur ou les couleurs de bouquets de fleurs séchés. Donc j'avais envie de réintégrer dans ces images qui n'avaient plus rien de vivant également encore une forme de temporalité, une forme de rythme du vivant, qui est un changement d'état et qui à la fin est le bouquet de fleurs séché. Et après, bon, là, on parle des images, mais toutes les expositions, enfin, la majeure partie des expositions sont accompagnées soit de bande-son, soit d'odeurs. Oui, j'allais dire que dans ton travail, tu sollicites aussi d'autres sens que la vue, que ce qui est visible. Et je voulais te demander comment, justement, ça s'articule dans tes œuvres, en fait, dans ce que tu représentes. La première fois que j'ai utilisé l'odeur, c'était en 2014, dans ma première exposition, dans ma galerie bruxelloise, qui est un petit espace. Et je sais très bien, moi-même consommateur d'exposition, qu'un petit espace est visité très rapidement. Et je voulais que l'impression de cet espace, l'impact de cet espace, soit radicalement différent avec celui de l'extérieur. La première exposition que j'ai faite là-bas, ça s'appelait Triste Tropicos. Et c'était que des simulacres de choses réelles, qui ont un lien avec le vivant. En fait, dans mon travail, je me suis aperçu, je l'avais pas verbalisé comme ça, je l'avais pas pensé comme ça, mais ce sont que des faux semblants. Il y a beaucoup de faux semblants. Ce que tu vois de mon travail, c'est jamais vraiment ce qui est à voir, quoi. C'est autre chose. Et c'est également toujours, ça revient avec l'idée du vêtement, c'est qu'on regarde l'autre à travers notre prisme, on reconnaît l'autre à travers notre ressemblance. Et donc du coup, comme on est abreuvé d'images, les images, on a l'impression de les déchiffrer très rapidement. On a tous ce travers et qu'il faut du temps pour comprendre une image, bien qu'on ait l'impression de l'avoir comprise immédiatement. Surtout quand l'image ressemble à quelque chose que tu penses reconnaître. Voilà. Et donc là, c'était une odeur que je détestais. À l'époque, à Berlin, il y avait maintenant, c'est répandu aussi en France, ces petits berlingots de jus qui s'appellent Capri-Sonne. Il y en avait un qui s'appelait Safari. Et moi, je me rappelle, gamin, boire du jus de fruits, des fruits exotiques, genre banga, etc., qui était l'appel également de cette idée de l'ailleurs, de l'exotisme. Et qu'on résumait quelque part, je résumais une partie de cet exotisme à ce goût. C'est un slogan d'ailleurs, non, il n'y a pas un truc avec l'aventure. Enfin, je sais plus, banga, bang, enfin bref, ouais. En route, c'est l'aventure, je crois. Ouais. Peut-être c'est bien ça. Et donc, il y avait cette odeur fidèle au Capri-Sonne Safari. Et tu rentrais dans cet espace, mais c'était pas suffisamment intense pour que ça te perturbe de trop. Par contre, comme l'odeur, c'est quelque chose que tu peux pas évacuer. Enfin, ça va directement dans ton cerveau. Ça sollicite ta mémoire émotionnelle. Du coup, c'est la veine de Proust, quoi. Ça vient toucher tes émotions. Donc, ça te met dans un état qui n'est pas celui. C'est un changement d'état pour regarder ces images, pour vivre l'exposition d'une façon différente. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec l'odeur. Aussi, il n'y avait pas une injonction pyramidale à l'odeur. L'odeur, tu n'arrives pas à dire c'est une belle ou une mauvaise odeur. Ça appartient à chacun. Quand tu vas dans un musée, tu sais que ce qui est accroché au mur, suivant le musée, est à regarder et à considérer. Les odeurs, il n'y a pas de musée de l'odeur, si tu veux. On n'est pas conditionné. On a des rapports, chacun, on a des préférences, mais socialement, c'est encore quelque chose qui est
où il y a encore des possibilités, si tu veux, d'échapper à une injonction. Je sais pas si tu as lu le livre de Ryoko Sekiguchi. Tu vois une autrice japonaise qui parle des odeurs et qui écrit et qui dit que dans la littérature, il y a très peu, par exemple, de description des odeurs, très peu de place en fait, que tu peux te faire une idée de l'environnement, tu vois, il y a tout un univers, mais que l'odeur n'apparaît pas. Et donc elle recense tout un tas de choses, elle écrit des histoires avec... Enfin, c'est passionnant, ça te plaira. Et moi, ça m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, ouais, c'est comme une dimension de la réalité qu'on n'a pas totalement investie finalement. Complet. En fait, et surtout le fait d'avoir produit énormément d'images et de vivre dans un monde de l'image, ça fait qu'il n'y a pas de place, il n'y a plus de place, si tu veux, pour d'autres choses, dont l'odeur. On en vient un peu plus, quoi. C'est un terrain d'exploration. Voilà, il y a la curatrice Sandra Barré qui a écrit des livres passionnants sur le parfum et sur l'odeur dans l'art. Passionnant, qui n'avait pas été fait avant, et qui maintenant, de fait, il y a une sorte de bible ou de point de départ sur l'odeur dans les arts plastiques et l'odeur en général, quoi. Mais la difficulté de l'odeur, c'est de chercher l'universel. J'ai fait une pièce sur un bouquet de fleurs, sur une nature morte, olfactive. C'est l'évolution d'un bouquet de fleurs de sa prime fraîcheur à sa décomposition. Mais pour que l'odeur soit suffisamment universelle, tu vas arriver à ce que la lecture olfactive rappelle des choses qui font partie du collectif, comme ça, c'est assez compliqué. Mais à la fin, tu te racontes toi, parce que ça fait appel à tes propres références. Donc tu cherches l'universel, mais de toute façon, encore une fois, c'est à travers ta grammaire, quoi. Les odeurs, et quand je suis arrivée, tu me parlais donc tu as fait de la musique, du fait que tu renouais un petit peu avec cet outil, donc le son. Le son, c'est pareil, en fait. En 2014, j'ai réintroduit le son dans mes expositions, et depuis, le son fait partie de mes expositions. Mais le son, c'était plutôt une forme d'habillage sonore, qui était très important pour moi, quoi. C'est pareil, ça te donne une ambiance. Dans l'atelier, je mets constamment de la musique ou du son. Oui, là, t'as coupé, mais quand je suis arrivée, il y avait un fond sonore très beau d'ailleurs. Ça me met effectivement dans un état... en fait, ça me met dans une bulle. Et cette bulle, elle me permet de me sentir chez moi en permanence. Chez moi, ça veut dire également quand tu es traversé par des états émotionnels différents au sein de ta journée, le fait d'avoir quelque chose qui te recentre, qui te canalise, moi qui peux être très distrait en permanence, partir ailleurs, ça me permet d'être là, quoi. Et la musique, c'est un peu pareil que l'odeur, effectivement, ça joue beaucoup sur les émotions. Ce qui est différent avec l'odeur, même si l'odeur, il y a des odeurs qui sont considérées comme populaires, parce qu'en fin de compte, c'est des odeurs qui ont été référencées comme telles, comme des parfums un peu bas de gamme à succès. La musique, c'est pareil. Il y a des musiques qui sont considérées comme ringardes. On a tous une playlist, entre guillemets, un peu honteuse, mais qui pourtant nous emmène dans des émotions fortes et personnelles. Mais on a du mal à les afficher. Voilà, ça fait partie de l'intime. C'est quoi une des chansons de cette playlist pour toi ? Je sais même pas si je l'ai vraiment eu, j'avais conscience de ça, mais je pense que c'est pareil. Je pense qu'il y a depuis quelques années, là, je dirais depuis 2024 à peu près, j'ai changé mon rapport au monde. Il y a quelque chose qui s'est passé, une sorte de délivrance. Naturel ? Naturel, c'est encore un cheminement. Je pense que c'est la volonté. À un moment donné, tu te construis, et tu te construis également avec des règles. Et ces règles, elles te permettent d'avancer dans un périmètre qui est délimité. Sinon, en tout cas, j'aurais l'impression de me perdre. Et donc, j'ai besoin de... Mais en fait, ça, à un moment donné, cette limite. Et en fait, ce périmètre, au lieu d'être une autoroute, ça finit par devenir ça devenait un chemin de plus en plus étroit, jusqu'à arriver à un moment donné où j'ai l'impression de ne plus pouvoir avancer et faire un bilan d'une forme d'impossibilité d'être avec les outils que j'avais décidés, l'art plastique, la mode, la musique, enfin, même dans ma vie en général. Je me sentais vraiment un prisonnier, comme une petite souris dans un coin de mur. Et là, depuis... alors j'ai psychanalyse 3 fois par semaine, la méditation. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai fait la formation de méditation transcendantale qui est fascinant. J'ai fait ça aussi, ça c'est génial. C'est fantastique. Je trouve que tout ça, c'est des outils fantastiques. Je fais aussi pousser des champignons, voilà.
Enfin, voilà. Chez toi? Ouais. C'est aussi dans un but artistique. Je veux dire, j'ai des expositions autour de ce sujet en tête. Enfin bref, je me suis libéré de plein de choses depuis 2024 parce que ça a été ma dernière exposition dans la galerie parisienne de Rouillon, qui était un peu le basculement vers plus de liberté, moins de réflexion sur l'idée de la norme, des codes, plus d'émotionnel. Mais ça s'est fait progressivement. Je veux dire, c'est que maintenant, je trouve que je gagne en liberté et en simplicité également, et aussi en émotion. Et la musique, pour revenir à ça, quelque part, j'étais quand même retenu, je pense, par la mémoire que j'avais eue quand j'étais adolescent et que j'avais eu mon groupe, de cette liberté et d'être au monde comme ça. Et il y avait une forme d'arrogance parce que c'est comme si je détenais quelque chose à l'époque. Et après, je vivais avec cette nostalgie, ce moment qui m'avait porté, et je devenais un peu... je pouvais pas le reproduire, de toute façon, j'avais plus le même âge, c'était plus les mêmes émotions, et la même musique me transportait plus de la même manière. Et quand je me suis remis à jouer moi-même, j'ai récupéré la guitare de ma mère, avec laquelle j'avais commencé à jouer de la guitare quand j'étais ado. Et dans l'atelier, je commençais mes journées, ou je commence mes journées par jouer un peu de guitare, ce qui me met pareil, dans une bulle. En fait, ça permet à mon cerveau de me connecter à des choses qui ne sont pas des choses pratiques, comme qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui d'ordre administratif ou... l'organisation avec les enfants, etc. C'est autre chose. Hop, je me mets, en fait, mon cerveau, il pense à des choses qui sont liées à mon travail artistique, ou même des réflexions globales, mais des choses qui me sortent comme ça. Et j'ai commencé à m'enregistrer pour pas perdre, en fait, ces lignes d'accords que je fais de façon impulsive, comme ça, et que je voulais en garder une trace. Et je me suis pris au jeu, et en fait, de ces traces, là, j'en ai sorti une sorte d'extrait pour une vidéo, et ça a été très plaisant, et voilà, c'est le début de quelque chose, quoi. En tout cas, ou la continuité, quoi. Trop bien. Alors, tu as dit un mot qui fait tilt, évidemment, les champignons, qui sont ma passion. Mais on en avait parlé à l'époque, et là, je vois que dans tes dernières œuvres, tu as dessiné des champignons, donc avec de la fumée, tu m'as dit tout à l'heure. Et je vois, on est dans ton atelier, il y a plein d'images de différents champignons, Amanita muscaria, Psilocybe. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation aux champignons et de ta passion pour les champignons? C'est une passion naissante, mais non. Je dis passion parce que moi j'ai l'impression que tout le monde est passionné par les champignons, parce qu'on ne peut pas ne pas être passionné par les champignons, mais c'est moi. Mais c'est comme si je suis au tout début, quoi. Tu vois, En fait, il y a deux aspects dedans. C'est une série qui s'appelle Métanoïa, une prise de conscience, un changement dans la vie radicale qui te fait voir les choses à travers un autre angle. C'est beau comme mot d'ailleurs. Et je me suis intéressé à l'iconographie, donc la manière dont les champignons ont été représentés à travers notre histoire, et aux champignons eux-mêmes. Et effectivement, je les ai dessinés à l'aide de fumée qui donne quelque chose d'assez évanescent, pas forcément hyper lisible. Le trait est fuyant, et la fumée m'intéressait parce que c'est très proche esthétiquement de l'aquarelle. C'est un dépôt comme ça. Et les champignons, c'est aussi... Il y a deux aspects dedans qui m'intéressaient. Je me suis intéressé il y a quelques années à des plantes interdites. En fait, en 1942, sous Pétain, on a commencé à légiférer sur le vivant. Donc on a commencé à interdire la vente, le partage de plantes. Et on pouvait avoir accès que à des plantes labellisées par l'État. Donc ça réduisait le champ des plantes. On a à ce moment-là arrêté de délivrer le diplôme d'herboriste. Donc il y avait toujours des herboristeries, mais qui étaient plus validées par l'État. Donc le temps que ces personnes partent à la retraite, après il y avait plus de nouvelles générations, quoi. Donc les plantes et le savoir des plantes disparaissaient avec eux, quoi. Et après c'était à titre personnel, des personnes qui se nourrissaient, mais il n'y avait plus d'école. Et il se trouve que les entreprises pharmaceutiques et les entreprises de pétrochimie ou de chimie pour les engrais, c'était les mêmes, quoi. Je veux dire, c'était le début de cette industrie qui au final se partage et les maladies et les remèdes. Et je m'étais intéressé à l'Artemisia annua, qu'on utilise pour soigner le palu en Afrique, en Asie, à des endroits où la pharmacie n'a pas d'intérêt financier parce qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est une plante qui est interdite dans beaucoup, beaucoup de pays. Elle n'a aucune toxicité, elle n'a que des bienfaits, mais elle est considérée comme... Enfin, on ne peut pas la faire pousser en France, on ne peut pas la consommer, on ne peut pas partager. Alors, heureusement, il y a Cocopelli qui, justement, lutte pour le partage de toutes ces espèces. Cocopelli, c'est une association qui vend tout type de semences et qui lutte justement pour la liberté du vivant et qui vend des semences de plantes interdites. Voilà, comme l'Artemisia annua. L'Artemisia annua, à un moment donné, on a entendu parler parce que pendant le Covid, il était dit que ça permettait de soigner le Covid. Et le champignon, c'est pareil. Les champignons sont interdits à la consommation.
sous prétexte de nous protéger de la toxicité, alors qu'on est un pays, comme on le sait, un des plus gros consommateurs d'anxiolytiques et qu'il n'y a pas de problème pour vendre à une partie de la population de la chimie pour apaiser les maux. Et en fait, dans la nature, il y a des sortes de solutions, où il y a des expériences. Et je trouve que l'expérience sensorielle, comme l'ayahuasca ou les champignons, c'est une connexion avec le vivant. En fait, quelque part, dans ce monde qui se délite, et dans ce rapport anxieux au monde, et surtout sans réponse, si tu veux, il y a une forme de connexion aux religions, aux dogmes religieux, parce qu'on a besoin de certaines réponses. On a besoin de se rattacher à quelque chose qui n'est pas forcément du matériel, mais qui est construit de façon dogmatique, qui nous rassure. Et il y a autour de nous des outils qui nous permettent de nous connecter avec nous-mêmes et du coup avec le reste du vivant, quoi. Les autres et ce qu'on appelle la nature, quoi, plantes, animaux, eau, air. Et quelque part, dans cette série, c'était aussi pour parler d'une forme de solution, quoi, de possibilité à nous délivrer. Puis je trouve aussi nous réconcilier avec la notion d'incertitude, en fait. Parce que tu disais, oui, on a besoin de dogmes religieux pour se rassurer, mais finalement, je trouve que ces expériences-là te permettent de faire la paix avec une forme d'incertitude et de pas savoir, et c'est juste de te relier au mouvement du monde et point, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très libérateur. Et le fait de nous couper de ces expériences, c'est comme nous couper d'une liberté fondamentale, qui est la liberté de conscience, en fait, qu'on devrait tous pouvoir explorer, tu vois. T'as presque l'impression que c'est volontaire, si tu veux, pour en fait te conditionner à rentrer dans un moule. C'est très politique, hein. Ouais. C'est bien sûr. Et aussi cette mauvaise presse. Moi, j'avais déjà pris des champignons quand j'étais à Londres avec un ami chez qui j'habitais, qui lui avait déjà pris pas mal de choses. Ça a été une expérience assez folle. Et moi, j'avais très peur des champignons. J'en avais un petit peu pris quand j'étais ado, mais de façon un peu... j'avais déjà eu des bad trips avec du shit et tout. J'avais très peur de ça. Maintenant que j'ai vieilli, je prends les choses de façon... je prends des substances comme ça de façon vachement plus... D'abord, j'en prends jamais beaucoup. Et c'est plutôt dans une envie de connexion, moins dans un truc récréatif, mais plus comme une expérience, quoi. Et ça va aussi avec l'âge, je pense. Ça va aussi avec l'expérience de la vie. Tu vois, je parle souvent de ça, où... c'est comme un disque, si tu veux, qui est lu à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu démarres, tu es au bord du disque. Plus tu vieillis, plus tu te rapproches du centre. Le centre, c'est genre 30 ans. Là, tu as l'impression d'avoir compris les choses. C'est là où, effectivement, tu as ton pouvoir d'achat t'as le plus de pouvoir d'achat. Tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas de crédit. Ça fait quelques années que tu commences à travailler. Donc, tu as une assise au niveau du travail, du salaire, et tu es presque sûr des choses. Et tu es vraiment... Le cœur, c'est ça, c'est 30 ans. Et après, tu t'éloignes progressivement pour en fait disparaître comme à ta naissance à la fin des sillons. Donc, Pas trop vite, s'il te plaît, Roman. en fait, mais tu sais que l'impression du temps, elle est relative à ton âge. Ça veut dire qu'un enfant d'1 an, son temps passe 70 fois plus lentement qu'une personne de 70 ans, par exemple. Mais effectivement, si tu n'arrives pas à te libérer de certaines structures avec lesquelles tu as grandi, si tu veux, je pense que tu restes accroché à ces structures de peur, en final, de ne pas savoir ce qui peut se passer sans ces structures, de peur de perdre de repères, si tu veux. Et c'est justement là qu'est la liberté. En fait, on se construit avec des schémas comme s'il y avait des règles, parce qu'on a peur de ne pas être accepté, intégré, on a peur de l'échec. Donc on fait avec ces règles. Et la liberté... Justement, ce chemin arrive par des expériences ou parce que tu cherches autre chose, et il y a des clés comme ça qui peuvent être la méditation, qui peuvent être même le yoga, qui peuvent être plein de choses comme ça. Enfin, du moins, c'est ma conviction, quoi, que je trouve que j'ai gagné en liberté de façon nette ces dernières années, ce qui est assez incroyable sur le regard sur le monde. Et ça n'enlève rien à l'impression anxiogène que ce monde génère, tu vois. Je me suis pas libéré de ces anxiétés.
Enfin, j'avais une copine qui m'avait fait la réflexion qu'en tant qu'artiste, on avait une liberté, c'est que on pouvait être habité n'importe où, si tu veux, avec presque rien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'artifices. Tu vois, c'était parce on s'est habitué à se créer un monde, si tu veux, et ce monde, en fait, on peut le répéter, quoi. J'ai pas construit un environnement matériel dans lequel je me sens rassuré. Tu vois, c'est pas ça. Oui, j'ai un environnement matériel parce que j'habite, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai accumulé des biens et des œuvres, etc. Mais c'est pas ça qui me structure du tout. Quand j'avais découvert la méditation transcendantale, moi qui avais très peur de me faire incarcérer, en me disant en fait cette impression d'avoir 4 murs et de ne pas pouvoir être libre, la méditation transcendantale m'avait donné ce pouvoir de m'évader en étant physiquement au même endroit et pouvoir voyager, quoi. Et parfois, chacun fait son chemin, si tu veux, mais parfois j'aimerais pouvoir partager ces expériences et inviter d'autres à faire de même, si tu veux. Mais enfin bref, voilà, on le fait déjà pour soi, et en le faisant pour soi, on emmène ses proches un petit peu avec nous, quoi. Oui, j'ai presque pas besoin de te poser la dernière question que je pose à tout le monde, parce qu'en fait, t'en as déjà pas mal parlé, qui est en fait quelles sont tes manières de te connecter à l'invisible, même si on peut mettre plein de choses sous ce mot, au quotidien, des choses que tu pourrais partager, mais j'ai l'impression que t'en as dit beaucoup. Enfin, la méditation, les plantes, les champignons, la musique. Mais peut-être que t'en as une autre ou d'autres, ça peut être aussi un lieu, une œuvre, ou je sais pas, quelque chose, ou peut-être t'as déjà tout dit. Hein. Moi, je dirais l'amour. Non, ça part un peu bateau, mais l'amour, le fait d'aimer, ça aussi, tu sais, dans le fait d'aimer, c'est pareil, c'est te libérer. Enfin, c'est très dur de te laisser aller. Moi, je trouve que pour moi, c'est très dur. On est pétri de peur. Les peurs, c'est ce qui nous limite, mais c'est ce qui nous protège. Voilà, on traverse pas la route sans regarder parce qu'on a peur de se faire écraser comme ça. On reste en vie plus longtemps. Mais en même temps, ça nous empêche parfois de traverser. Et donc, l'amour, en essayant un maximum de se laisser aller, c'est une rencontre avec l'invisible fantastique. C'est un truc, je pense que le fait d'être père, ça m'a transporté, parce que tout d'un coup, tu découvres un amour que tu n'as pas connu, et un amour qui a soudainement plus les mêmes enjeux. Tu n'as pas forcément besoin de chercher à te faire aimer, à plaire, et aussi de construire ça avec une personne que tu aimes. Tu peux faire des enfants avec une personne dont tu n'es pas profondément amoureux, et je pense que ça change la donne. Et après, l'amour, c'est quelque chose c'est pareil, c'est vivant, l'amour. C'est pas quelque chose de rigide, et c'est pas quelque chose qui est ancré. L'amour, voilà, ça se balade. Et libre à toi de nourrir, de l'emmener, mais c'est un voyage, je trouve, qui est fascinant parce que également, il t'appelle à tes propres limites et à tes propres. En fait, avant de devenir père, je me pensais pas comme ça. En fait, quand tu deviens parent, t'es pris d'ailleurs par le temps, t'es pressurisé par la fatigue, tu fais ça avec un autre, donc t'es bien obligé de composer avec cette nouvelle personne, parce que cette personne que tu t'es figurée, elle devient une autre personne quand elle devient parent elle-même, et ce que t'as voulu échapper, partie de toi, ça te rattrape, et t'es bien obligé de composer avec. Et ça, je dois dire que c'est aussi un cadeau. C'est pas simplement qu'il faut essayer d'aller mieux dans ta vie, de t'améliorer, etc. Pas du tout ça. C'est plutôt quel dommage de pas te rencontrer. C'est plus ça. Se rencontrer, tu vois, c'est quand des amis me disaient qu'ils avaient peur de faire l'ayahuasca. Tu te rencontres toi. Je veux dire, c'est toi que tu rencontres. Donc en fait, tu vis déjà avec toi. C'est-à-dire que toutes tes névroses, en fait, elles te composent déjà, elles te structurent. Sauf que tu n'en as pas conscience. Mais elles sont déjà là. Donc au final, oui, c'est ni plus ni moins que te rencontrer. Et aussi avoir la possibilité de te pardonner, de t'embrasser et de t'aimer. Tu vois, je trouve que, en tout cas, pour ma part, c'était pas forcément évident, ça. Et donc, ça a aussi une incidence sur le reste. Tes relations intimes, tes relations sociales. Moi, je suis assez phobique social. J'ai pas forcément une facilité à être avec les autres, etc. Même si, en apparence, ça ne l'est pas. Tout ça, en fait, tu viens dénouer des trucs et ça t'ouvre des possibilités folles. Je veux dire, Ouais, et ce qui est frustrant avec l'âge, c'est que tu sais qu'il y a de moins en moins de temps pour en profiter. Et
Ça, c'est la seule chose qui est. D'ailleurs, c'est la beauté aussi de tout ça. C'est juste, ouais, ok, je veux dire, c'est tout le monde le dit. Tu vois, je trouve que le film Amour de Haneke est assez fantastique là-dessus parce que c'est l'impossibilité d'être autrement que ce que t'es au moment où tu l'es. T'as beau voir l'absurdité de la fille quand elle parle de tous ses problèmes à un moment donné où lui, avec la perte de sa femme, il est ailleurs. Et en fait, il a une forme de vérité. Lui, il a compris quelque chose à ce moment-là par ce vécu, par toute sa vie, etc., qu'elle ne peut pas comprendre à ce moment-là. Même si tu le théorises, c'est pas possible. Chacun doit faire ses expériences. Mais ces expériences, elles sont possibles à actionner, si tu veux. Et ouais, libre à toi de le faire, quoi, si tu veux. Mais j'inviterais tout le monde à... C'est pas sauter dans le vide, mais juste... en fait, il va rien se passer, quoi. C'est juste ça. Merci Romane, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je m'acharne à en parler énormément autour de moi, parce que quand tu as rencontré cette espèce de... Ça m'ouvre vraiment le cœur de t'écouter. Enfin, vraiment, c'est vrai, mais parce que je ressens la même chose et tu as envie de le partager, parce que c'est beau, quoi. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était trop beau d'écouter, d'échanger. Et j'invite tout le monde à aller voir ton travail. Et je partagerai tes œuvres, tes prochaines dates, etc. Merci beaucoup, Romane. Je te remercie, pareil, c'était un plaisir et merci de m'avoir invité. Vous trouverez tous les liens et les contacts dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte invisibily_podcast ou par mail à l'adresse invisibilypodcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast qui est entièrement autoproduit pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.